AXA, 3,46 milliards d'euros redistribués pendant la période de crise. Allianz, 4,7 milliards d'euros. La BNP, 3,9 milliards d'euros. Total, 1,8 milliard d'euros. Vous en voulez encore? Sanofi, 3,9 milliards d'euros. L'Oréal, très important, 2,3 milliards. Bref, au total, on a 36 milliards d'euros qui ont été redistribués en dividendes aux actionnaires et donc qui échappent à ce qu'on aurait pu mettre au pot commun pour venir en aide. Alors tiens, immédiatement, je pense aux TPE et aux PME. J'ajoute que pendant tout ce temps-là, le gouvernement, non content de ne rien faire pour attraper les dividendes, puisque M. le maire fait des discours, mais c'est des mots qui tombent, je sais pas, à terre, complètement dans le vide, puisqu'il dit il faut quand même pas distribuer trop de dividendes en ce moment. Ok, y a-t-il une loi pour l'empêcher? Non. Pour les réaffecter? Non, rien du tout. Le gouvernement a injecté 20 milliards d'euros pour les grandes entreprises sans aucune contrepartie, aucune contrainte en matière d'orientation stratégique pour la transition, la bifurcation énergétique par exemple, pour faire en sorte qu'on ne sabre pas dans l'emploi, mais qu'au contraire on favorise l'emploi et les salaires. Tout cela n'est pas pris en considération et finalement on donne carte blanche aux grandes entreprises. D'accord, donc comme ma fille fait la grève du clap, je fais. Inspirez, expirez. 20, je crois. 19. Après, je pensais vous faire une petite quiche courgette chèvre. Tu veux, toi, ça te plaît? Nous allons entrer dans la 7e semaine de confinement. Alors c'est vrai que quand on est confiné, les jours se suivent et se ressemblent. D'abord un grand salut à toutes celles et ceux qui ne sont pas confinés, qui travaillent dans des métiers indispensables, notamment ceux de la santé ou de l'alimentation. Grand salut et grand merci. Et quand je disais les jours se suivent et se ressemblent, c'est d'abord vrai sur le plan politique, puisqu'on observe que la cacophonie, les discours contradictoires, l'impréparation continue. Et c'est vrai qu'à mesure que le temps avance et que la date du 11 mai qui est mise dans le paysage par le président de la République comme étant une date de sortie du confinement laisse un peu les bras ballants parce que nous n'avons pas au sommet de l'État une équipe qui a pris les mesures nous permettant d'envisager sereinement la sortie du confinement. Alors vous avez suivi le sketch des masques, avec un scénario à rebondissement qui donnait à voir que le gouvernement avait été incapable de commander à temps les masques et de nous assurer une production qui permette de protéger les soignants, ceux qui travaillent et de permettre à l'ensemble de la population d'avoir un masque. Ça a été aussi la même chose sur le gel, sur les gants et les blouses pour les personnels soignants. Et là, malheureusement, ça continue puisque cette semaine, c'est la question des respirateurs artificiels qui a été dévoilée par France Info dans une enquête qui donnait à voir que le gouvernement a commandé auprès de 4 fleurons de l'industrie française qui ont mis leur savoir-faire en commun. Il s'agit de PSA, Valeo, Schneider et Electric. Et à eux 4, ils ont livré donc 10 000 respirateurs et on s'est aperçu que ces 10 000 respirateurs ne correspondaient pas à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire qu'ils permettent de soigner les malades du Covid. Ce sont des respirateurs qui ne sont pas suffisamment puissants pour être installés dans les salles de réanimation et donc venir en aide sérieusement aux malades du Covid. Donc là, c'est vrai que les bras nous en tombent, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, on voit des courriers, espèce de quiproquo, et donc l'impression que le sommet de l'État non seulement continue de nous emmener dans une direction qui ne convient pas, mais en prime est totalement incapable même d'un suivi précis, sérieux, concret, d'une anticipation sur les choses les plus essentielles. C'est vrai que c'est assez assommant et d'ailleurs de voir la France, peut-être avez-vous vu ce graphique, de voir la France dans le classement du nombre de tests disponibles pour 1000 habitants fait froid dans le dos, puisque alors nous sommes tout en bas de l'échelle. L'Islande est capable d'en produire 105 pour 1000 habitants, l'Italie 18,2, la Lituanie 15,2, le Portugal 13,7, la Suède 5,4, je prends un peu au hasard, et on arrive à la France qui en produit 5,1 de tests pour 1000 habitants. Donc on se demande vraiment dans quel pays on est aujourd'hui pour se trouver à si basse production en comparaison avec d'autres pays qui ont pourtant
moins de richesse économique et donc moins de force de frappe. Donc c'est tout bonnement insensé. Alors je pourrais m'étendre pendant des heures sur tout ce qui concerne l'éducation, puisque les annonces ont été contradictoires. Il semble que Emmanuel Macron ait prononcé l'idée d'une reprise des écoles sans que M. Blanquer ait été informé, mais ensuite M. Blanquer fait une conférence de presse sur les modalités sans que le Premier ministre ait lui-même été informé. Et au final, quand vous regardez le dispositif, on n'y comprend toujours rien. Et Olivier Véran, il y a très peu de temps dans une matinale, lui-même répondait à la question d'un enfant qui lui demandait si à la rentrée il devrait porter un masque. Le ministre répond « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aurais envie de porter un masque? Il est possible que en fait, tu n'en portes pas. » Enfin bref, on ne sait pas du tout à quelle sauce nous allons être mangés. Et d'ailleurs, la majorité des parents aujourd'hui disent ne pas vouloir mettre leurs enfants à l'école, ce qui est le signe d'une inquiétude. Et d'une inquiétude des parents, mais aussi d'une inquiétude que nous pouvons avoir sur le bilan éducatif, notamment en termes d'inégalité, qui pourrait sortir à l'issue de l'ensemble de cette séquence. Donc, on est face à un gouvernement impréparé, mais aussi qui accompagne toujours les mêmes logiques économiques. Je vais prendre les deux bouts de la chaîne que je trouve très, très parlants. Puisqu'on a atteint des niveaux d'indécence absolument incroyables avec la redistribution des dividendes en période de crise. Là aussi, je vous lis les chiffres parce que c'est assommant, quoi. AXA, 3,46 milliards d'euros redistribués pendant la période de crise. Allianz, 4,7 milliards d'euros. La BNP, 3,9 milliards d'euros. Total, 1,8 milliard d'euros. Vous en voulez encore? Sanofi, 3,9 milliards d'euros. L'Oréal, très important, 2,3 milliards. Bref, au total, on a 36 milliards d'euros qui ont été redistribués en dividendes aux actionnaires et donc qui échappent à ce qu'on aurait pu mettre au pot commun pour venir en aide. Alors tiens, immédiatement, je pense aux TPE et aux PME qui sont en immense difficulté. On aurait pu imaginer que ces dividendes, eh bien, on les mette dans la manne qui permet d'aider ces TPE et ces PME qui peuvent mourir avec à la clé un chômage de masse et aussi des services de proximité auxquels on tient. Je pense au café, au restaurant, à plein de petits magasins qui font aussi la richesse des centres-villes et qui font qu'on n'est pas obligé d'homogénéiser tout et d'acheter dans des grands groupes. Ces TPE et TPME qui sont aussi des tissus dans plein de secteurs essentiels, l'alimentation, l'énergie, etc., sur lesquels on pourrait aussi s'appuyer pour basculer vers une transition écologiste intéressante, surtout quand on parle de relocaliser l'économie. Si on veut relocaliser l'économie, il faut aussi qu'on pense à des unités plus petites, à des circuits courts. Or là, ce qui est en train de se passer, c'est potentiellement un massacre pour les TPE et les PME. Et je propose de faire basculer ces dividendes pour soutenir le maillage des TPE-PME, mais il y aurait plein d'autres solutions pour imaginer de venir en aide. Or là, pour l'instant, le fonds qui est mis à disposition par le gouvernement, il ne permet absolument pas d'empêcher la faillite de nombre de TPE et de PME qui se trouvent en très grande difficulté, puisque ce n'est pas du tout pérenne comme soutien, ce sont des soutiens pas très hauts, de l'ordre de 1 500 €, avec toute une bureaucratie autour qui n'est pas facile à manier pour des toutes petites entreprises. Et surtout, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Or, on sait bien que si on recule les crédits, si on recule le paiement, par exemple, d'un loyer, à un moment donné, ça va être là. Il va falloir les payer. Donc l'aide, elle doit être plus substantielle, elle doit permettre d'amortir le choc que constitue la cessation d'activité pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et de ce point de vue, on n'y est pas du tout. Alors j'ajoute que pendant tout ce temps-là, le gouvernement, non content de ne rien faire pour attraper les dividendes, puisque M. le maire fait des discours, mais c'est des mots qui tombent, je sais pas, à terre, complètement dans le vide, puisqu'il dit il faut quand même pas distribuer trop de dividendes en ce moment. Ok, y a-t-il une loi pour l'empêcher? Non. Pour les réaffecter? Non, rien du tout. Et par ailleurs, le gouvernement, qui vient de proposer son budget rectificatif au Parlement, a injecté 20 milliards d'euros pour les grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière de transition énergétique ou en matière d'objectifs sociaux. Alors là, évidemment, il y a de quoi hurler parce que c'est beaucoup d'argent et que la façon dont cet argent va être utilisé
d'abord pour les grands groupes plus que pour les TPE-PME, mais sans aucune contrainte en matière d'orientation stratégique pour la transition, la bifurcation énergétique, par exemple, pour faire en sorte qu'on ne sabre pas dans l'emploi, mais qu'au contraire, on favorise l'emploi et les salaires. Tout cela n'est pas pris en considération et finalement, on donne carte blanche aux grandes entreprises. D'ailleurs, toutes les cartes blanches données par le gouvernement sont saisies. On a vu l'exemple de la FNAC, hein, c'est formidable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État essaye de voir comment on pourrait payer le chômage partiel, eh bien hop, la FNAC dit si vous voulez qu'on vous prenne l'intégralité de votre salaire, sachant que l'État en prend une partie substantielle, mais si vous voulez en gros maintenir votre salaire, alors il faut signer sur le fait qu'à la reprise, vous allez pouvoir travailler jusqu'à 43 heures par semaine. Donc véritable chantage, rendu possible par le défaut de législation contraignante de la part du Parlement et donc du gouvernement, de la volonté du gouvernement et de la majorité. Et là, on est vraiment dans business as usual, voire pire, puisque l'intensification du travail, l'intensification du modèle de production tel qu'il dysfonctionne, fait qu'on a tout à penser, fait qu'on a tout pour se dire que malheureusement, le monde d'après pourrait être pire que le monde d'avant et on en a malheureusement beaucoup d'indicateurs. Alors, je continue. Alors, les jours se suivent et se ressemblent au gouvernement, les jours se suivent et se ressemblent pour les entreprises du CAC 40, mais alors, les jours se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait pour une grande partie de la population qui bascule dans une pauvreté extrême à une vitesse éclair tout à fait affolante. Alors je vous parle du point de vue de la Seine-Saint-Denis parce que l'aggravation des inégalités et la paupérisation est en voie d'accélération de façon très, très inquiétante et le gouvernement, là encore, ne prend pas la mesure tout à fait de ce qui se passe, même si la sonnette d'alarme a été tirée, notamment par une note du préfet qui a été rendue publique dans le Canard enchaîné. Le pauvre, ce n'était pas son souhait, mais nous savons que lui-même alertait sur de possibles émeutes de la faim. Et donc, au sommet de l'État, il y a quelques mesures qui ont été annoncées pour faire face à cette situation où, vous l'avez vu sans doute, nous avons des familles qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, qui sautent des repas. Vous savez que le panier a explosé, le coût de votre caddie, quand vous allez faire des courses, a explosé. Ce n'est pas tant que les prix ont considérablement augmenté, mais comme il y a une pénurie dans tous les produits bas de gamme, bien, si vous voulez acheter du beurre et que votre plaquette premier prix n'est pas disponible, vous achetez le suivant et au total, ça donne une explosion, comme nous l'avons constaté au début du mois, de 89% des courses que vous faites, ce qui est lié aussi au fait qu'il y a plus de repas pris à la maison. Quand les enfants mangeaient à la cantine pour un prix modique pour les familles populaires, et que là, vous devez le remplacer par un repas que vous confectionnez vous-même, évidemment, le coût est considérable. Ce sont des centaines d'euros que doivent dégager les familles en plus. Donc ça, c'est très difficile et ça met en banqueroute beaucoup de ménages. Mais on a vu aussi des publics nouveaux faire la queue pour les banques alimentaires. Je pense en particulier aux jeunes et à ceux qui bossaient dans l'intérim, dans des métiers très précaires et qui ont eu une suppression totale de leurs revenus. Donc ça, c'est très, très inquiétant et qui basculent dans cette solidarité alimentaire qui est une roue de secours, mais qui évidemment pose plein de questions aussi parce que c'est pas facile d'aller demander un panier repas. Et on sait qu'il y a des familles, des personnes qui y renoncent parce qu'elles ont honte, un sentiment de honte qui est lié aussi au discours ambiant sur les assistés, les feignants, ceux qui ne sont rien. Et quelque part, c'est la dignité aussi qui est entachée des personnes à ne pas pouvoir être capable soit de se nourrir soi-même, soit de ne pas pouvoir nourrir ses enfants. C'est très violent. Et je pense que les pouvoirs publics doivent aussi prendre en considération cette difficulté sociale, psychologique, qui empêche un certain nombre de personnes d'accéder à ce qui peut être potentiellement disponible. Quand je dis potentiellement disponible, c'est qu'à Clichy-sous-Bois, on a vu que le premier jour, les associations qui distribuaient les repas, il y avait 190 couverts qui étaient servis. Le deuxième jour, il y en avait 480 et le troisième jour, 750. Les Restos du Cœur ont communiqué, ont dit qu'ils avaient multiplié par 3 ce qu'ils donnaient. Donc ça va très très vite et on est face en effet à une situation en France où de plus en plus de gens n'arrivent pas à manger à leur faim, ce qui est quand même le minimum de la nécessité, le minimum vital et de dignité pour les gens.
Donc je suis très préoccupée par cette question et j'ai regardé avec attention les réponses du gouvernement à ma question d'actualité et dans les jours qui ont suivi, puisqu'un certain nombre de mesures ont été annoncées. Alors, je crois que l'angle n'est pas le bon. Non seulement ce n'est pas suffisant quand il s'agit par exemple de soutien au monde associatif, la dernière enveloppe, je crois, est de 29 millions d'euros. Écoutez bien, millions d'euros. Donc, je fais juste une petite comparaison. 3,2 milliards par an avec la réforme de l'ISF, l'impôt sur la fortune, 3,2 milliards par an. Et là, effort exceptionnel, on redistribue 29 millions pour aider les associations à faire face à cette situation alimentaire. On voit bien qu'il y a quand même un petit problème. De la même manière, on va donner une aide exceptionnelle de 150 € à ceux qui touchent le RSA et en fait les minima sociaux avec une prime de 100 € par enfant. Mais là encore, petit problème, c'est comme tout le monde ne touche pas ces minima, vous avez des publics qui sont exclus, je pense notamment aux moins de 25 ans, aux jeunes ou aux sans-papiers, eh bien on ne couvre pas l'ensemble du champ, donc il aurait fallu étendre l'accès à ces minima sociaux pour des publics qui aujourd'hui en sont exclus, et il faudrait également augmenter ces minima sociaux. C'est-à-dire que là, le gouvernement propose, peut-être l'avez-vous vu, des chèques d'urgence alimentaire. Mais ça veut dire que si vous avez un chèque d'urgence alimentaire, il faut aller le chercher. Il y a toute une bureaucratie qui se met en place et quelque part à chaque échelon, vous devez faire la démonstration que vous êtes pauvre, que vous n'avez pas la capacité de subvenir à vos besoins. Alors que si on fait quelque chose de beaucoup plus simple, on augmente les minima sociaux et on encadre les prix dans l'alimentation, vous avez une chaîne qui n'est pas bureaucratique, qui est un partage primaire des richesses, immédiatement tout de suite. Et non pas par le biais d'une redistribution a posteriori. Et je veux insister sur cette logique parce que, évidemment, c'est mieux que le gouvernement donne quelques millions et quelques chèques que de ne rien faire du tout. C'est l'évidence. Mais la mécanique qui préside à cela me semble ne pas du tout être la bonne si on veut permettre aux gens d'accéder à la dignité et à l'autonomie et aussi d'avoir un système beaucoup plus fluide qui fonctionne. Alors c'est vrai que tout cela repose sur l'énergie de beaucoup de militants associatifs, de professionnels, comme j'ai pu en voir avec Thierry, puisque j'ai accompagné un personnel qui donne les repas du CCAS, dans un dispositif d'ailleurs où je salue le travail de la municipalité, puisque les CCAS dépendent donc des municipalités, et donc c'est un travail de terrain de fourmi formidable qui permet d'apporter chez les gens des repas hyper adaptés globalement, d'apporter des repas adaptés, par exemple sans sel pour ceux qui font l'hypertension, sans sucre pour ceux qui sont diabétiques, mouliné pour ceux qui n'arrivent pas à mâcher. Donc c'est un travail qui est un travail de fourmi très précieux. Sans doute faut-il ajuster, adapter un certain nombre de choses, mais en tout cas, je trouve formidable qu'il y ait toute cette énergie, et singulièrement en Seine-Saint-Denis, avec des personnels hyper dévoués, comme j'en ai rencontré aussi à la fin de la tournée au Glycine, qui est une maison de retraite, où on voit les personnels mobilisés, dévoués, des femmes qui sont là et qui font super bien leur travail. Mais enfin, avec parfois des bouts de chandelle, parce que les collectivités, on leur demande beaucoup, mais je vous signale que ça fait quand même des années et des années qu'elles subissent les coupes sombres dans leur budget en raison de l'austérité dogmatique, et que là, pour faire face à l'urgence, c'est pas du tout simple. Or, c'est vrai que si elles avaient les moyens, elles sont au plus près de la population, comme le tissu associatif, et donc c'est un maillage tout à fait pertinent pour essayer de venir en aide aux populations. Donc voilà, logique contre logique, je pense que ce n'est que le début. Je suis assez contente malgré tout dans ce paysage où on voit bien que les cohérences d'idées s'affrontent à d'autres cohérences d'idées, de voir que de très nombreuses tribunes, prises de position politiques dans notre camp, le camp du progrès, de l'émancipation, ceux qui sont attachés à une transformation sociale et écologiste, au fond, on voit émerger un langage commun, des propositions communes, et c'est de cette cohérence qui évidemment n'est pas une cohérence militaire, qui suppose aussi du pluralisme, encore du débat, mais en tout cas une cohérence de propositions est en train, je trouve, d'émerger, et ça me donne en tout cas de l'espoir pour ce fameux monde d'après. L'expression n'en peut plus, mais je la dis quand même, on pense tous au fait qu'à un moment donné, on va sortir de cette crise, mais ce
qui n'est pas certain, parce qu'on peut aussi sortir et se trouver face à d'autres crises, notamment la récession économique, mais aussi potentiellement des catastrophes naturelles, ou en tout cas aussi un virus dont on n'arrive pas complètement à se débarrasser. Donc on ne sait pas à quel moment est la sortie de la crise, mais on voit bien que si cette notion de monde d'après qui finit par être agaçante tant elle est répétée et on se demande quand est-ce qu'elle va arriver et sous quelle forme, ça dit quand même quelque chose, c'est que les choix démocratiques puissent reposer sur une clarté de grandes orientations qui s'affrontent. Parce que si tout s'atomise, il ne va rien se passer. Donc il faut que, en effet, progressivement, il y ait de la force populaire d'abord, bien sûr, sociale, politique, pour qu'on envisage cette sortie émancipatrice des crises que nous traversons.